Il existe un endroit sur Terre que beaucoup ignorent, où la vie est présente, mais loin des êtres humains. C'est une géographie où la plupart des équipements de la vie moderne sont disponibles, mais c'est une géographie qui vous posera de nombreux défis en termes de climat. L'île de Svalbard, où vous vivrez avec les glaciers et les ours polaires, comme au Groenland, où le soleil est presque invisible en hiver, et qui est en proie aux tempêtes de neige et aux tsunamis. C'est comme une planète silencieuse coupée du monde, où les gens escaladent les montagnes et campent pour voir le soleil ou observer les aurores boréales toute la nuit. Selon les sources officielles, le Svalbard a été découvert par hasard par un marin européen au XVIe siècle. Mais on pense que les premiers à avoir découvert cet archipel étaient en fait des Vikings. En effet, le nom de Svalbard a été utilisé dans les épopées écrites par les Vikings au XIe siècle et a survécu jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi on considère qu'il est certain que les Vikings ont, d'une manière ou d'une autre, établi un lien avec le Svalbard. Aujourd'hui, la superficie totale du Svalbard est de 61 145 km², soit une superficie encore plus grande que celle des Pays-Bas. Mais alors que 17 millions de personnes vivent dans un pays comme les Pays-Bas, seules 3000 personnes vivent sur cette île située dans la partie la plus septentrionale du monde. Oui, un tel endroit existe vraiment. Et je pense qu'il deviendra de plus en plus précieux et habitable à mesure que le réchauffement climatique s'accentuera. Les hommes politiques et les personnes les plus riches du monde voudront convoiter et même acheter cette île. En effet, alors que les régions centrales du monde seront brûlantes dans des centaines d'années, la vie sur cette île sera beaucoup plus douce et ensoleillée. Il s'agit d'un archipel en Norvège, le Svalbard, mes amis. Une ville norvégienne au milieu de nulle part, assez proche pour toucher le pôle Nord, à tel point que cet archipel est considéré comme le point le plus septentrional de l'Europe, situé entre la Norvège et le pôle Nord, et qu'il n'y a pratiquement aucun signe de vie plus au nord. En effet, cette terre couverte de glaciers n'appartient pas à l'homme. Les véritables propriétaires de cet endroit sont sans aucun doute les ours polaires. D'ailleurs, la plus grande preuve en est que le Svalbard compte plus d'ours polaires que d'êtres humains. On estime que plus de 6000 ours polaires vivent dans cet archipel. Les ours polaires visitent souvent les villes et se mêlent à la population. Les Norvégiens qui vivent au Svalbard ont extrêmement peur des ours polaires. En effet, les ours polaires les considèrent comme de la nourriture. Et de toute façon, ils ne veulent pas d'humains ici. Comment peut-on domestiquer un ours polaire? De plus, ils sont trop nombreux et il n'est pas possible pour ces gens de le faire. Peut-être que les habitants du Svalbard ne pensent pas à la circulation et au loyer, ou peut-être qu'il n'y a pas de problème de réfugiés ou de foules inutiles, mais ces gens mènent une autre lutte contre la vie. Les tsunamis, les tempêtes de neige, les ours polaires et les températures de -80 sont le test de la vie pour les habitants du Svalbard. De plus, si vous vous rendez au Svalbard, vous verrez que les gens se déplacent à l'extérieur avec des fusils. En fait, il est interdit aux adultes de sortir des zones résidentielles sans un fusil. Même les guides touristiques qui présentent l'île aux touristes sont armés d'un fusil. La seule vraie raison est que les gens veulent se protéger contre une éventuelle attaque d'ours polaires. En d'autres termes, ils devront se battre contre les ours polaires pour survivre. En fait, les ours polaires ne sont pas à blâmer. En effet, l'homme a construit des colonies sur presque toutes les îles, grandes et petites, qui ont un signe de vie sur la planète, et il cause d'importants dommages aux habitats naturels des animaux sauvages. À tout le moins, un archipel aussi septentrional ne devrait pas être habité. Si l'on veut vraiment protéger les ours polaires et d'autres espèces menacées, il faudrait placer ces endroits spéciaux sous protection spéciale, sans y établir de villages ou de villes. Mais il y a autre chose que le gouvernement norvégien fait pour le bien des habitants du Svalbard. Sur ce territoire, les semences biologiques de différents aliments sont protégées du changement climatique ou de la destruction par des micro-organismes envahissants. Afin de garantir que l'humanité aura toujours accès à des aliments biologiques à l'avenir face à une population croissante, les semences naturelles qui n'ont pas été génétiquement modifiées sont stockées dans des chambres froides à Svalbard en cas de danger futur. Ainsi, en cas de dommages causés à cette variété de semences dans la région concernée, la production peut être assurée à l'aide des semences stockées dans l'entrepôt de semences du Svalbard. Un autre aspect tragique de la vie sur l'île de Svalbard
et qu'il est interdit d'y mourir, mes amis. En d'autres termes, il vous est interdit de mourir au Svalbard. S'il y a des généticiens parmi vous, ils ont plus ou moins deviné de quoi il s'agit. Pensez-y. Lorsque les gens meurent, on leur construit des tombes et on les enterre sous terre. Les bactéries et les micro-organismes présents dans le sol prélèvent les nutriments bénéfiques des corps humains et les restituent au sol. C'est ce qu'on appelle le cycle du carbone, qui est absolument nécessaire à la poursuite de la vie. Si les micro-organismes n'avaient pas cette fonction, les corps des milliards de personnes qui ont vécu et sont mortes sous terre aujourd'hui resteraient intacts sans se décomposer. Par conséquent, ce que j'essaie de vous dire, mes amis, c'est que le Svalbard étant une région très très froide, le corps humain peut rester sous terre sans se décomposer ni se détériorer. Comment cela se fait-il? Parce que les micro-organismes ne peuvent pas être actifs à des températures aussi froides et ne peuvent pas interférer avec le corps humain. C'est pourquoi, afin d'éviter que l'île de Svalbard ne devienne l'île des morts ou l'île cimetière, les personnes dont le décès est attendu sont évacuées de l'île et envoyées en Norvège. Cette interdiction n'est d'ailleurs pas nouvelle. En 1917, une épidémie s'est déclarée au Svalbard et la plupart des habitants de la ville sont morts. Un cimetière a été construit pour les personnes décédées lors de cette épidémie. Mais des années plus tard, lorsqu'ils ont ouvert certains cimetières, ils ont été choqués de constater que les cadavres étaient restés en l'état, sans aucune détérioration. Depuis ce jour, les enterrements sont interdits au Svalbard et aujourd'hui, seules les personnes décédées lors de l'épidémie de 1917 reposent au Svalbard. Si l'on considère la vie au Svalbard, il y a même une université dans la région, bien que la population soit de 3000 personnes. Il est donc possible d'y trouver de nombreuses opportunités pour continuer à vivre. C'est pourquoi il ne faut pas s'imaginer une vie très primitive. Les gens vivent dans cette ville autant que possible en fonction de leur âge, tout comme les gens vivent couramment dans d'autres parties du monde. Le seul grand problème est que presque tous les mois de l'année, la température de l'air ne dépasse même pas 0 degré et se situe généralement toujours dans les moins. Il est impossible de voir des feux de circulation sur les routes, car il n'y a pas de trafic sur l'île. Pour qu'il y ait du trafic, il faut qu'il y ait beaucoup de voitures, mais il n'y a presque pas de voitures dans la ville. Les voitures risquent de glisser à cause de la neige et leurs moteurs tombent souvent en panne. C'est pourquoi l'utilisation de la voiture n'est pas très répandue. Les motoneiges sont préférées de temps en temps. En effet, elles sont plus rapides que les voitures et se déplacent plus facilement sur les routes enneigées. Il est également intéressant de noter qu'il n'y a pas de panneaux de signalisation ni de noms de rues dans les zones d'habitation. Si un habitant du Svalbard reçoit des marchandises, il doit aller les chercher lui-même auprès des autorités portuaires. Si vous avez un problème avec l'une des 3000 personnes vivant sur place, il n'y a pas de tribunal où vous pouvez faire valoir vos droits, ni de prison où emprisonner le contrevenant. La vie au Svalbard n'est donc pas totalement organisée et les gens doivent s'entendre entre eux. Cependant, si vous faites quelques recherches, vous verrez que le taux de criminalité dans la région est presque inexistant et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Après tout, vous vivez dans la partie la plus septentrionale du monde, sur une île remplie de glaciers. Jusqu'où pouvez-vous vous échapper si vous commettez un crime? Je dois également préciser que les Norvégiens ne sont pas les seuls à vivre dans la région. Même s'ils sont moins nombreux que les Norvégiens, des personnes d'origine russe ont également établi une ville au Svalbard et préfèrent y vivre. On estime qu'environ 500 des 3000 habitants sont d'origine russe. Si vous vous demandez comment les Russes sont arrivés ici, sachez que l'Union soviétique n'est pas restée inactive. Il y a plusieurs décennies, l'Union soviétique a découvert des gisements de minerais au Svalbard et a voulu traiter et extraire les minéraux précieux ici. C'est pourquoi les mineurs russes se sont installés ici. Les Russes qui y vivent aujourd'hui sont les enfants des familles soviétiques qui sont venus ici autrefois. Aujourd'hui, les mines sont fermées et toutes les ressources spéciales de la région sont protégées. La région appartient à l'origine à la Norvège, mais en vertu d'un accord conclu dans les années 1900, une quarantaine de pays ont le droit de vivre et de s'installer au Svalbard. Cependant, cette situation n'a pas dû être très attrayante pour les gens, car seuls les Norvégiens et les Russes se sont installés dans la région et ont commencé à y vivre. La situation est toujours la même aujourd'hui. En vous promenant sur la route ou en faisant vos courses dans un supermarché, vous rencontrerez peut-être des personnes originaires d'Inde, de Chine et d'Afrique.
Les personnes qui souhaitent vivre au Svalbard, mais qui n'ont pas de profession privilégiée, peuvent travailler dans des mines de charbon en activité. L'exploitation du charbon dans la région dure depuis plus d'un siècle. Bien que la plupart d'entre elles aient fermé après l'ère soviétique, c'est au Svalbard que l'on extrait aujourd'hui une partie du charbon de la meilleure qualité au monde, à tel point que cette population de 3000 habitants satisfait ses besoins en électricité et en eau chaude en brûlant du charbon. Les réserves de charbon de la région répondent aux besoins de base des habitations du Svalbard. Un pourcentage du charbon extrait est même vendu à l'industrie automobile allemande. Cela représente un revenu supplémentaire pour la Norvège. Par ailleurs, si vous maîtrisez l'anglais et que vous connaissez bien le Svalbard, vous pouvez gagner très bien votre vie en tant que guide touristique dans la région. Des touristes du monde entier viennent au Svalbard presque tous les mois de l'année. Ils veulent voir les glaciers, les ours polaires et les aurores boréales. Ils souhaitent également profiter du calme et de l'atmosphère naturelle de la région et découvrir l'histoire du Svalbard. C'est à ce moment-là que les compagnies touristiques et les guides entrent en jeu et tirent de bons profits de ce secteur. Toutefois, comme je l'ai déjà mentionné, les guides doivent être munis d'un fusil et d'un chien husky. Si vous avez déjà travaillé dans le secteur des services et que vous maîtrisez une bonne langue étrangère, le nombre d'hôtels au Svalbard augmente de jour en jour. Le fait que la région soit de plus en plus connue augmente la fréquence à laquelle les gens du monde entier viennent passer leurs vacances au Svalbard. C'est pourquoi il est également possible de gagner sa vie en servant les touristes dans n'importe quel service d'un hôtel du Svalbard. Si vous vous posez la question, sachez que le sol sur lequel les maisons sont construites étant gelé, les canaux d'infrastructure tels que l'eau et les égouts ne peuvent être creusés sur le sol. C'est pourquoi la plupart des maisons du Svalbard sont construites sur des pilotis en bois et ne sont pas en contact direct avec le sol. Les tuyaux utilisés dans la construction des lignes de la maison sont également choisis parmi des tuyaux chauffés spéciaux. Car souvenez-vous, dans des endroits comme la Yakoutie, les conduites d'eau gelaient et les gens utilisaient de l'eau dans des seaux pour prendre un bain et aller aux toilettes. Les Norvégiens ont alors eu recours à des technologies supérieures et ont résolu ce problème. Les maisons ne sont pas construites sous forme d'appartements, mais dans le style des maisons scandinaves classiques. Les maisons sont généralement colorées et ont l'air très mignonnes vues d'en face. Je dois dire ceci à propos du Svalbard. Tout comme le soleil ne se lève jamais en hiver et que les gens vivent dans la nostalgie du soleil, le soleil ne se couche jamais pendant des mois en été. En d'autres termes, environ la moitié de l'année est sombre et l'autre moitié lumineuse. Si vous souhaitez visiter le Svalbard pour une courte période, l'État norvégien organise des circuits touristiques. La distance entre le Svalbard et la Norvège est de 750 km et il existe des itinéraires de voyage par bateau entre les deux régions. Bien entendu, le transport maritime vers la région est souvent annulé car les moteurs des navires tombent constamment en panne dans l'eau glacée. Cela signifie que les gens sont bloqués au milieu des pôles. C'est pourquoi il existe des vols vers le Svalbard via Oslo, la capitale de la Norvège. La Norvège est déjà un pays calme, mais si vous souhaitez un calme et un silence encore plus extrême, personne ne peut vous empêcher de vous rendre au Svalbard depuis la Norvège, mes amis. À propos, permettez-moi de vous rappeler que vous pouvez vous rendre en Norvège avec un visa Schengen, mais que vous ne pouvez pas vous rendre au Svalbard avec le même visa. Les personnes qui passeront de la Norvège au Svalbard doivent être munies d'un passeport. Bien entendu, si vous envisagez de vivre dans cet endroit entouré de baleines, de phoques et d'ours polaires, vous devez savoir que votre nourriture sera composée de baleines et de phoques. Les Esquimaux du Groenland avaient l'habitude de manger l'ours polaire jusqu'à la tête. Cependant, les Norvégiens préfèrent les phoques et les baleines. Par conséquent, une personne vivant au Svalbard ne peut pas se permettre d'avoir une mauvaise relation avec le poisson. Elle doit s'y habituer et le manger. L'élevage de bovins et de moutons n'est pas possible dans la région, car le climat ne le permet pas et il n'y a pratiquement pas d'espace vert. On peut dire qu'il n'y a pas un seul arbre au Svalbard. En outre, comme les produits à base de viande rouge importés de Norvège sont également chers, les gens consomment du poisson, qui est la viande la moins chère. En effet, il y a autant de créatures marines que l'on veut autour de soi. En ce qui concerne les légumes et les fruits, vous devez compter sur la Norvège, mais en raison des coûts de transport, les légumes et les fruits sur les marchés du Svalbard sont encore plus chers qu'en Norvège. En outre, presque tous les besoins, des vêtements à l'industrie du papier et du verre,
sont acheminés depuis la Norvège à des prix élevés. Tous les types de déchets, y compris les ordures, de 3000 personnes sont envoyées sur le continent norvégien chaque année. Par ailleurs, ceux qui se rendent au Svalbard pour la première fois saignent généralement du nez. En effet, l'air de l'île est vraiment pur. Comme il n'y a pratiquement pas d'activité industrielle dans la ville, aucun gaz nocif ne se mélange à l'air de la région. Il n'y a donc aucun élément qui pollue l'air. Les habitants du Svalbard peuvent donc respirer à plein poumon l'oxygène le plus propre du monde. Cela signifie une vie plus longue et plus saine. En outre, votre voyage du Svalbard jusqu'aux parois du glacier sera probablement la plus belle vue du monde. En effet, il est impossible de voir des glaciers dans une géographie normale. C'est pourquoi ces paysages rares sont un paradis pour certains, et une terre inhabitable et pleine d'ennuis inutiles pour d'autres.